vous souhaite la bienvenue dans cette conférence qui s'intitule « Comment passer du salariat à l'entrepreneuriat sans prendre de risques ». Donc je disais, si vous êtes ici aujourd'hui, ce n'est pas vraiment un hasard, c'est parce que vous avez une envie de changement, quelque chose que vous avez envie de changer dans votre vie professionnelle et plus globalement dans votre vie. Et peut-être qu'il y a aussi quelque chose qui sommeille en vous, quelque chose de l'ordre de la passion, que vous avez envie de laisser s'exprimer, de laisser se révéler. Il y a aussi peut-être à ce jour une expertise que vous avez construite dans un domaine, des savoirs que vous avez envie de mettre au service des autres. Et il y a aussi peut-être une histoire qui vous est propre, qui vous est personnelle, qui vous est singulière, que vous avez envie de faire résonner auprès de certaines personnes. Si vous êtes là aujourd'hui, c'est aussi peut-être parce que c'est le moment de choisir de suivre vos convictions, de choisir de célébrer vos valeurs au quotidien, de choisir d'exercer votre métier comme vous l'entendez, de choisir de travailler avec qui vous avez envie de travailler, de choisir de travailler à l'heure que vous avez envie de travailler, au rythme que vous avez envie de travailler. En bref, si vous êtes là aujourd'hui, c'est peut-être parce que vous envisagez la voie de l'entrepreneuriat. Seulement, il est fort possible aussi que vous soyez tiraillés entre l'envie de créer un projet à vous, pour vous, et la représentation du risque. Le risque, tout simplement, d'échouer. Le risque de se tromper. Le risque de décevoir. Le risque de perdre peut-être une sécurité. Et vous savez quoi ? Eh bien, vous avez raison. Pardon. Voilà les chiffres de l'INSEE qui datent de 2022. C'est les derniers chiffres. Je pense qu'on n'est pas beaucoup mieux en 2025. 65% des micro-entreprises cessent leur activité avant 3 ans. 31% des auto-entrepreneurs doivent garder un emploi salarié pour vivre dignement. 8 040 € par an, c'est le revenu annuel moyen des micro-entreprises. Ces chiffres nous indiquent une réalité. Pardon ? De 2022. Un grand nombre de personnes qui se lancent dans l'aventure de l'entrepreneuriat ne rencontrent pas le succès, la réussite escomptée. Cette réalité, on l'a conceptualisée, Javier, qui est mon collaborateur, mon coéquipier, et moi-même, et on l'a intitulée la zone de boue. La zone de boue, c'est le moment où une personne qui entreprend a parcouru un bout du chemin et elle n'arrive pas à développer son entreprise. Généralement, c'est au bout d'1 an. Ses revenus sont insuffisants, ils sont instables, ils sont irréguliers, et c'est le moment où elle se met à stagner. Et ne plus vraiment savoir comment faire pour se sortir de cette situation. Alors, malheureusement, évidemment, plus on reste coincé dans cette zone de boue, plus il est difficile d'en sortir, et cela peut conduire à terme à une forme d'épuisement et malheureusement à l'abandon de son projet d'entreprise. Alors vous me direz, dis donc, si tu es venu ici pour me dire ça, c'est pas très réjouissant. Je fais bien de me méfier du coup. Si je vous parle de ça, c'est parce que oui, cette réalité existe. Je la connais très bien, Javier la connaît très bien, évidemment, tous les entrepreneurs qu'on accompagnait aussi. Tous les deux, on a décidé de prendre le chemin de l'entrepreneuriat il y a maintenant plus de 6 ans. Chacun de notre côté, au début dans nos domaines respectifs, et tous les deux, on a stagné. On y est tombé dans cette zone de boue, malgré le fait qu'on s'était fait accompagner. Alors quand on a vu ça, on s'est dit, c'est pas possible, on n'est pas bon, quoi. On n'est pas bon, ou il y a un truc qui ne va pas avec nous, on est trop vieux, on ne comprend pas les codes d'aujourd'hui, on ne sait pas comment maîtriser les réseaux sociaux, etc. On ne sait pas, mais on ne voulait rien lâcher. Parce qu'on était des gens qui étaient déçus du salariat et c'était entreprendre ou rien du tout. Donc, on n'a rien lâché. Et pendant 2 ans, on a essayé vraiment de comprendre nos erreurs, d'identifier quels étaient les leviers d'un projet d'entreprise qui fonctionne. Et on a structuré une méthodologie, on a structuré même, on a construit des outils qui nous ont permis à terme de viabiliser et de commencer à développer nos projets respectifs. Et quand j'ai réalisé que les entrepreneurs que j'accompagnais, puisque j'étais dans le domaine de la communication digitale, étaient eux aussi en zone de boue, là, ça a été une révélation. On s'est dit, il y a vraiment quelque chose. C'est un phénomène qui a une ampleur
Et ce n'est pas que nous, en fait. Ce n'est pas que nous qui ne comprenions rien. Et c'est là qu'on s'est dit qu'il y avait des carences, quelque chose, des angles morts dans l'offre d'accompagnement et qu'on pouvait faire quelque chose. Et on s'est vu investi d'une mission qui était finalement plus grande que nous. Et on a décidé de se mettre au service des personnes qui ont le courage d'entreprendre pour éviter justement qu'elles tombent dans cette zone de boue. Parce que oui, si cette réalité existe, on peut dire aussi qu'on a appris une chose avec notre expérience et avec l'expérience des entrepreneurs qu'on a accompagnés. Ce n'est pas une fatalité. Loin de là. La zone de boue, on peut l'éviter. Et si j'interviens aujourd'hui, c'est justement pour vous indiquer comment adopter la bonne démarche pour réussir votre projet entrepreneurial sans prendre le risque de rester coincé là-dedans. Alors, je vais essayer de vous donner quelques éclairages et les pièges à éviter sur les objectifs et les objectifs à poursuivre pour réunir au maximum les conditions du succès de votre projet d'entreprise. Mon but, c'est que vous fassiez focus sur la démarche et pas sur les risques, parce que c'est comme ça que vous mettrez un pas devant l'autre et que vous passerez à l'action et que vous cheminerez vers vos aspirations. Alors, réussir son projet d'entreprise requiert 2 conditions. La première, adopter une approche systémique et stratégique. Et la deuxième, accéder aux bonnes ressources en continu. Alors, on va commencer avec la première. Mais avant ça, j'aimerais juste vous dire une chose. L'immense majorité des personnes qui se lancent dans l'entrepreneuriat le font sans aucune stratégie et en gaspillant très vite leurs ressources. Résultat ? La zone de boue, c'est bien, il y en a qui suivent. Alors, je vais commencer avec la première condition, adopter une approche systémique et stratégique. Avant de vous expliquer ça, je vais vous faire une petite comparaison. Imaginez, vous décidez de faire construire une maison quelque part. Alors, vous l'imaginez, vous la projetez, hein, vous vous imaginez en train de vivre dans cette maison, vous imaginez les murs en bois, ces armoires couleur lavande, cette vue sur le jardin, etc. Mais vous n'allez quand même pas commencer par acheter les peintures pour les murs, ni les objets de déco, ni les meubles. D'abord, ce que vous allez faire, c'est que vous allez penser cette maison. Vous allez la penser en fonction du terrain sur lequel vous allez la construire, en fonction du climat, en fonction de votre budget, en fonction de l'exposition, etc. Et ce n'est qu'une fois que vous aurez pensé la maison, en tenant compte donc de toutes ces variables, qu'elle pourra être à la fois à votre image, mais aussi fonctionnelle. Eh bien, quand on s'apprête à créer un projet d'entreprise, c'est exactement la même chose. On va procéder donc en 2 temps. Alors, dans un premier temps, on le voit dans le carré sur la gauche, on va penser son projet autour de 5 grands objectifs. On va le penser, le concevoir, comme on pense la maison. On va le faire en décidant quel va être notre cœur de cible, à qui on va s'adresser, qui on va aider. On va étudier son profil, sa situation, sa problématique, ses attentes, ses freins, ses besoins, etc. On va concevoir une offre de produits ou de services qui répondent donc aux besoins de cette personne et qui soient basés sur un modèle économique viable et qui puisse nous permettre aussi d'augmenter notre chiffre d'affaires et notre revenu progressivement. On va évidemment réaliser une étude de viabilité, de rentabilité de ce modèle économique pour pouvoir faire des prévisions qui soient réalistes et réalisables. Et on va penser notre stratégie marketing. C'est-à-dire qu'on va penser comment on va se démarquer sur le marché, quelle va être la valeur ajoutée qu'on va proposer, comment on va faire pour créer ce qu'on appelle la préférence réflexe. C'est-à-dire que sur un marché très encombré, comment on va s'y prendre pour être le meilleur choix pour notre cible. Et évidemment, on va élaborer toute une stratégie de communication globale qui permette à la fois de faire rayonner sa marque, mais aussi de générer un flux continu de vente pour pouvoir évidemment vivre dignement et confortablement de son activité. Et dans un deuxième temps, on va déployer cette stratégie et on va l'optimiser en fonction des résultats qu'on va produire. Et c'est à ce moment-là qu'on va développer et pérenniser l'activité sur le long terme. Donc, il est essentiel pour cette première phase d'avoir une vision stratégique. Donc, quand on va concevoir le projet, on va penser de manière stratégique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va réaliser
une sorte d'analyse SWOT. On va travailler autour de ces 4 variables. Nos forces, on appelle ça le monopole personnel, c'est-à-dire que je vais regarder ce qu'il y a dans mes compétences, dans mon expertise, là où est ma passion, là où est mon histoire, c'est très important, plus qu'on ne le croit, etc., etc. Donc on va regarder dans son monopole personnel, on va regarder dans ses faiblesses, à ce jour, puisque les faiblesses qu'on a au début peuvent ne plus être des faiblesses plus tard, les opportunités, est-ce qu'on a par exemple un accès à des aides financières ? Est-ce qu'on peut sécuriser son emploi et suspendre son activité sans totalement le perdre? Est-ce qu'il y a un besoin émergent? Est-ce qu'il y a des personnes influentes dans mon réseau qui peuvent m'aider, etc., etc. Et évidemment, les menaces. Ça peut être la concurrence dans ce domaine, ça peut être n'importe quoi. Et il faudra avoir aussi une vision systémique. Alors, pardon, j'ai oublié, effectivement, la vision stratégique, qu'est-ce qu'elle va permettre? Elle va permettre de faire les bons choix. C'est-à-dire que tous ces choix qu'on va faire qui concernent la cible, la marque, l'offre, etc., va se faire sur la base de cette analyse. Et après, effectivement, il faudra avoir une vision systémique. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'un projet entrepreneurial, il fonctionne comme un système. C'est-à-dire que toutes les dimensions qui le composent sont liées et interdépendantes. Ce qui veut dire que quand on prend une décision, on ne la prend pas comme ça au doigt mouillé. On la prend parce qu'on a pris d'autres décisions avant. Je vais vous donner un exemple typique. Quand les entrepreneurs se lancent, elles essayent tout en matière de communication. Tout. Elle regarde des conseils passés sur les réseaux sociaux, elle les applique bien sûr, elle regarde les tendances et sans tenir compte finalement de la cible à laquelle elle s'adresse, sans tenir compte de la marque qu'elles veulent incarner, sans tenir compte du positionnement qu'elles veulent occuper. Donc, qu'est-ce qui se passe au final? Eh bien, on a quelque chose qui manque beaucoup de cohérence. On a quelque chose de très flou qui va nuire à l'image, et c'est pour ça qu'on a énormément d'entrepreneurs qui arrivent en nous disant « je ne sais pas communiquer ». Alors, ce n'est pas vrai, ce n'est pas qu'on ne sait pas communiquer, c'est parce qu'on n'a pas fait tout ça et on n'a pas eu cette vision systémique avant. Donc, le problème de beaucoup de personnes qui débutent dans l'entrepreneuriat, c'est qu'elles agissent sans stratégie et de manière décousue, c'est-à-dire pas du tout systémique. Ce qui les emmène évidemment à commettre beaucoup d'erreurs. Des erreurs comme par exemple ne pas choisir le bon segment de cible, ne pas avoir la bonne offre, ne pas envoyer les bons messages sur les bons canaux au bon moment, ne pas être rentable, ne pas savoir se démarquer, etc., etc. Donc si on a une façon d'agir décousue, hasardeuse, on va avoir des résultats qui eux aussi vont être incertains et hasardeux aussi finalement. Et c'est ça la zone de boue. Donc, si on récapitule, on est stratégique, on se base vraiment sur cette analyse et on est systémique, c'est-à-dire qu'on relie toutes les dimensions, toutes les décisions entre elles pour construire un projet qui soit cohérent. La deuxième condition, c'est d'accéder aux bonnes ressources en continu. Alors ça, c'est très important. Qu'est-ce que ça veut dire? De quoi on parle quand on parle de ressources? On parle de temps, d'énergie, de savoir, d'argent et du love. J'ai appelé ça le love. Le temps. Alors, c'est souvent qu'on voit passer des messages, notamment sur les réseaux sociaux, en tout cas moi j'en vois assez souvent, qui consistent à dire qu'il est possible de créer son entreprise et d'en vivre très bien tout en travaillant à côté, à temps plein. Alors, je vous conseille de vous méfier de ce type de message. Ce n'est pas exactement comme ça que ça se passe. Mon avis, en tout cas, sur la question, il est clair. Oui, il est possible de créer son projet, c'est-à-dire de travailler sur la partie de la conception tout en étant salarié. C'est même une bonne option parce qu'on va gagner du temps, on va gagner en confiance, on va avoir pensé les choses avant. Et c'est d'ailleurs pour ça que nous, on accompagne les entrepreneurs sur cette partie-là et que l'accompagnement s'adapte à leur emploi du temps de salarié. Donc, c'est tout à fait possible. Mais il arrive toujours un moment où, si on souhaite développer son activité pour en vivre exclusivement, eh bien, il est nécessaire de réduire ou d'arrêter ou de suspendre son activité salariée donc pour pouvoir s'y consacrer à... Oh, pardon.
à 100%. Je suis partie un peu trop loin. Donc tout simplement parce que la phase de développement requiert, on le voit ici, un ensemble d'actions coordonnées comme la création et la diffusion de contenu, la création de partenariats, la participation à des événements, l'attention à la clientèle, etc., etc., la gestion, l'administratif, etc., etc. Donc, il faut partir du principe que l'emploi du temps plus la charge mentale d'une personne qui travaille sont incompatibles avec l'emploi du temps plus la charge mentale d'une personne qui entreprend. Entendons-nous bien par ce qu'est une personne qui entreprend. C'est important. Ce n'est pas quelqu'un qui vend des produits en ligne, qui se fait des revenus passifs en se la coulant douce sur les plages de Bali avec un mojito. Ce n'est pas ça. Hein. Une personne qui entreprend, c'est une personne qui s'investit dans son entreprise, qui s'investit auprès de ses clients, auprès de ses partenaires. Donc si vous partagez cette vision de l'entrepreneuriat, mon conseil, c'est d'organiser sereinement l'arrêt ou la suspension de votre activité pour pouvoir, au moment opportun, vous dégager le temps nécessaire pour la développer. Alors, donc, on a l'énergie aussi. Réussir son projet d'entreprise requiert de la persévérance, le petit E qui est parti, et donc de la volonté de continuer malgré les difficultés. Il faut garder son niveau d'énergie, et ça passe par éduquer son mental, son mindset, pour gérer les moments d'incertitude, les moments de doute qui sont là, qui existent bien, surtout au début. Mais même après, et prendre soin aussi de soi. Ça paraît évident, mais il faut savoir que quand on est entrepreneur, on est beaucoup plus exposé au risque de compromettre son équilibre vie pro, vie perso, qu'en étant salarié. Pourquoi ? Parce qu'on s'investit beaucoup et on peut effectivement compromettre cet équilibre. Donc, il ne faut pas hésiter à prendre soin de soi, à s'octroyer des moments pour soi, à respecter son temps de sommeil, son temps avec sa famille, etc. Il faut également des savoirs. Être entrepreneur, c'est un métier à part entière. Donc, il faut des savoirs. Il faut à la fois des connaissances théoriques, c'est-à-dire que si on veut prendre la décision de créer sa marque, je veux être une marque, je veux créer ma marque personnelle. D'accord, mais c'est quoi une marque personnelle ? Si on ne commence pas par savoir un petit peu de quoi il s'agit, on ne va pas savoir faire ensuite. Donc il faut des connaissances théoriques. Et il faut aussi des compétences, c'est-à-dire des savoir-faire, pour être opérationnel, pour faire que les choses fonctionnent au quotidien. Il va falloir savoir utiliser des outils, des compétences pour créer des campagnes publicitaires, ou bien pour prendre la parole en public, par exemple, ou pour créer du contenu sur les réseaux sociaux, et plein d'autres choses. Et des savoir-être, très important. L'entrepreneur qui fait un bout de chemin, qui va loin, c'est quelqu'un qui va adopter une posture d'empathie, d'adaptation, d'ouverture, de créativité, de résolution de problèmes, etc., etc. Donc, tout ça, ça s'apprend, ça s'acquiert en se formant, mais le fait d'être stratégique permet de se former au bon savoir et non pas à tous les savoirs. Et ça, c'est très, très important. Parce qu'il y a un autre piège dans lequel tombent beaucoup d'entrepreneurs. C'est acquérir plein de compétences. Elles se forment à tout. Pourquoi ? Parce qu'elles essaient plein de choses, justement de manière hasardeuse, sans stratégie. Et aussi parce que l'offre est si vaste qu'elles ont plein de tentations. Alors, moi, je suis tombée dans ce piège. Je me suis formée à plein de choses qui m'ont servi à rien. J'ai perdu du temps, j'ai perdu de l'énergie, j'ai perdu de l'argent. Et ça, c'est une autre ressource. Je ne vais pas vous faire le mythe de l'Eldorado digital qui consiste à dire qu'avec une simple connexion Internet, on peut construire un business juteux à 6 chiffres. Je ne vais pas vous dire ça, ce n'est pas vrai. Ce n'est pas comme ça. Toute entreprise de quelque nature et quelque secteur qu'elle soit nécessite d'investir. Et ces investissements doivent se faire de manière stratégique. Donc selon ce projet, ça peut être dans des abonnements, dans l'hébergement d'un site, de la délégation, du matériel, peu importe, de la formation. Bien sûr, les investissements vont se faire de manière progressive, au fur et à mesure que l'entreprise génère de la trésorerie, mais il faut savoir qu'un capital initial est toujours nécessaire pour être opérationnel dès le début. Donc, en fonction des décisions prises en phase de conception, il faudra évaluer les coûts de fonctionnement, justement, avant pour les assumer, avant d'être en mesure de générer cette trésorerie.
Et on va terminer avec la dernière ressource. Oui, il faut du love et beaucoup. L'entrepreneuriat peut conduire à un sentiment de solitude. Et la solitude, ça crée de la fragilité, ça crée de la vulnérabilité. Donc, il faut compter sur un soutien affectif. C'est capital pour persévérer justement, pour maintenir cette volonté, pour maintenir son enthousiasme de départ, sa motivation. Et là, il y a souvent, on commet une erreur. On attend de nos proches qu'ils nous comprennent. Mais nos proches, ils ne vont pas nous comprendre. Ce qu'il faut leur demander, c'est de croire en vous. Et leur demander plus que de vous comprendre, parce qu'eux, ils ne vont pas vous comprendre. Les personnes qui vont vous comprendre, c'est les personnes qui entreprennent. Elles vont être là, vous allez les rencontrer, elles vont vous comprendre. Donc ça va faire beaucoup de bien. Mais en réalité, il s'agit davantage de leur demander de croire en vous, quoi que vous fassiez, et d'avoir confiance en vous. Donc, voilà pour les 6 ressources. Vous voyez, plus on adopte une approche stratégique et systémique, plus on optimise ces ressources et on se donne toutes les chances de réussir sa transition de son activité salariée vers une activité indépendante, 100% rémunératrice. Voilà, c'est tout pour moi. J'espère que mon intervention vous aura permis de mettre peut-être un petit peu de clarté, d'avoir peut-être quelques déclics ou même de faciliter éventuellement une décision. Je vous invite à nous rejoindre sur notre stand si vous avez envie qu'on échange, qu'on discute de votre situation, de vos besoins éventuellement. Je vous souhaite une très belle journée.